Il se retourna vers Makkeen, qui, les yeux plissés, lui demanda si cela signifiait qu'il était prêt à se dresser contre l'empire de Valhalla. Le jeune homme répondit qu'il fallait appeler les choses par leur nom. C'étaient eux, les premiers, qui l'avaient menacé. Il imagina, un instant, le trône sous lequel Makkeen rêvait de le voir agenouillé, et déclara qu'il ne prêterait allégeance à personne contre sa volonté. Son regard se durcit. Il songea que le royaume n'était qu'un morceau convoité depuis des années par l'empire de Cronos, et que si Valhalla décidait d'attaquer, Cronos ne resterait pas à l'écart. D'une voix ferme, il ajouta que s'il ne comptait pas devenir hostile, il ferait mieux d'attendre et d'observer. Makkeen demeura interdit, frappé par la force de ces mots. Roman déclara que le pouvoir qu'il choisirait d'exercer élèverait le royaume au sommet, et que les générations futures appelleraient les Démitri, les créateurs de rois. Serrant les poings, Makkeen admit que le jeune homme faisait preuve d'un courage rare face aux menaces. S'approchant lentement, il ajouta qu'à force de tendre le cou, un homme finissait toujours par le briser. Il évoqua Butler, ce chevalier que Roman avait vaincu, et précisa qu'à l'échelle de l'Empire, ce n'était qu'un insecte, car le continent était vaste. Son corps se dissipa dans l'air, comme une brume qui s'efface. Sa voix, déjà lointaine, promit de lui laisser du temps pour prendre une décision équilibrée. Le lendemain, des feuilles volèrent dans le bureau du manoir Démitri. Les 4 factions avaient pris contact, l'une après l'autre, pressant Roman de faire un choix. Du côté du marquis Bénédicte, les mains croisées dans le dos, un émissaire, demanda si le marquis comptait laisser le jeune seigneur tranquille. Il brandit un parchemin, promettant que s'il choisissait son camp, l'incident serait étouffé. Mais s'il s'orientait ailleurs, il en paierait le prix. À Démitri, Roman, immobile devant la fenêtre, observa le ciel. Il comprit qu'il ne pourrait plus se contenter de maintenir un fragile équilibre entre les puissances. Il s'imagina debout sur un champ de bataille jonché de corps et de cendres, songeant que, s'il ne tirait pas profit de l'année à venir, le royaume serait plongé dans une guerre sanglante. Ses yeux se plissèrent. Il se jura de trouver une méthode capable de contrer la magie. Dans son esprit, des images se succédèrent. Un bâtiment gigantesque, dressé vers les nuages, l'une des 13 tours de magie du continent. La plus ancienne d'entre elles, la tour céleste, organisait alors un congrès où les mages de chaque tour présentaient leurs découvertes. Il imagina un magicien, main levée, invoquant un sphère de feu d'une intensité aveuglante. Puis, il vit la tour du Phénix, dévoilant sa magie du 5e cercle, si puissante qu'un tornade enflammé s'éleva dans l'arène. Les spectateurs, mages et érudits, observaient la scène avec une froide indifférence. Roman comprit que derrière ce mépris se cachait un malaise profond. Un problème fondamental rongeait la tour du Phénix, ternissant peu à peu son prestige. Les vieux maîtres baissèrent les yeux, accablés. L'un d'eux murmura qu'il était vrai. La tour du Phénix avait perdu les enseignements magiques accumulés au fil des générations. Un jeune homme, assis non loin, acheva sa pensée avec amertume. C'était parce que la tour n'avait plus d'individualité. Félix, le front plissé, porta une main à sa tête. 3 ans plus tôt, expliqua-t-il, il avait accepté, dans un moment de confusion, de remplacer temporairement le maître de la tour. Mais cela ne pouvait durer éternellement. Il ferma les yeux, le souffle lourd, avant d'ajouter que, depuis la disparition du mentor de l'ancien maître, il lui avait été impossible d'hériter du savoir secret de la combustion, l'arme légendaire du Phénix. C'était là la cause du déclin. Sans cette magie, la tour avait commencé à perdre ses mages, un à un. Il s'affaissa contre le dossier de sa chaise. Une pensée amère le traversa. L'un des royaumes venait de couper ses subventions. Il pouvait donc être expulsé du conseil des tours à tout moment. Un vertige le saisit, sa tête se mit à tourner. C'est alors qu'il aperçut, posée sur la table, une lettre scellée du nom de Roman. Intrigué, il la saisit et lut les premières lignes. Les conditions étaient simples. Si Félix acceptait de devenir le partenaire d'entraînement du jeune noble pendant 6 mois, il recevrait en échange 1000 pièces d'or par mois. Le mage fronça les sourcils. La somme lui paraissait démesurée. Mais après un court silence, il admit qu'il n'avait plus le luxe d'hésiter. Si cet accord lui permettait de sauver la tour, il devait partir sans délai. Les grandes roues de la calèche roulèrent bientôt sur la route poussiéreuse. Le mage, un livre ouvert sur ses genoux, méditait. La famille Démitri, disait-on, était surnommée les fleurs du royaume des forgerons. Mais il doutait que cet endroit puisse intéresser un magicien. Fermant les yeux, il visualisa la carte du continent. 13 tours de magie s'y dressaient, dont 7, y compris la tour céleste, se trouvaient à Cronos. Le royaume portait ainsi, à juste titre, le nom de sanctuaire des mages. Puis, son esprit s'égara vers d'autres terres, un désert gris, des forêts calcinées. À l'opposé, les terres de Caïro s'étendaient, stériles, hostiles à toute magie. Et tout au nord-ouest, au bord du monde,
se trouvait le domaine du seigneur Démitrie. Jamais Félix ne s'y serait rendu sans l'invitation de Romane. Il croisa les jambes, calculant mentalement. 6000 pièces d'or, une somme suffisante pour prolonger la survie de la tour du Phénix de 6 mois. Un faible répit, mais un répit tout de même. Quand il arriva enfin devant la forteresse, 2 chevaliers montaient la garde. « Halte là !» lança l'un des gardes. « Déclinez votre identité et la raison de votre venue. » Félix sortit la lettre cachetée. « Je viens de la tour magique du Phénix, sur invitation de monsieur Romane Démitrie. » Tandis qu'un garde vérifiait la calèche, Félix observa les lieux avec attention. Les mouvements des soldats étaient précis, réglés comme une mécanique. Il distingua même plusieurs dispositifs magiques intégrés au mur, prêts à s'activer en cas d'attaque. Même les pierres ici respirent la puissance, songea-t-il. Pour une cité provinciale, cette forteresse avait la prestance des grands-duchés. Une fois entré, Romane vint à sa rencontre, s'avançant d'un pas assuré. Il tendit la main avec un sourire courtois. « Bienvenue, maître Félix. C'est un honneur de vous rencontrer. » Le mage serra la main offerte, notant que le jeune noble n'avait ni l'allure ni le regard d'un homme ordinaire. « Allons droit au but, » déclara-t-il. « Confirmez-vous les termes de la lettre. » Romane acquiesça avec un sourire calme. « En effet, si vous devenez mon partenaire d'entraînement pendant 6 mois, vous recevrez 1000 pièces d'or par mois. » Félix ferma brièvement les yeux. « Mais pourquoi moi ? Vous auriez pu engager n'importe quel mage. » Romane expliqua. On dit que la magie du feu de la tour du Phénix est la plus puissante des magies offensives. Il sourit. Et puisqu'on murmure que votre tour traverse une période difficile, je me suis dit qu'un modeste soutien financier pourrait acheter un peu de votre temps. Félix serra les dents. Et si je vous blesse ? Si vous mourrez ? Romane fit un pas vers lui. Alors je prendrai seul la responsabilité. Mais promettez-moi de vous battre sérieusement. Un silence tendu s'installa. Très bien, répondit Félix d'un ton grave. Ne le regrettez pas. Sous un ciel balayé de nuages paresseux, le terrain d'entraînement s'ouvrait devant eux. Romane, épée en main, prit position. Je vous laisse l'initiative. Attaquez le premier. Félix esquissa un sourire fin. Je ne m'en priverai pas. Il leva les bras, et une sphère de feu se forma entre ses mains. Puisque c'est notre premier duel, pensa-t-il, autant lui donner une leçon. D'un geste, il libéra une pluie de lances enflammées. Les projectiles filèrent dans l'air avant qu'une détonation n'éclate au sol. Un souffle brûlant souleva la poussière. Mais quand la fumée se dissipa, Romane n'était plus là. Derrière moi ? S'étonna Félix. Une ombre passa. Romane avait déjà bougé. Le mage réagit aussitôt, 4e cercle, Inferno. Un cercle magique se traça dans les airs, et des murs de feu jaillirent, enfermant Romane dans une prison ardente. Félix esquissa un sourire satisfait. C'est terminé. Il rassembla son mana, forma une lance gigantesque et lança « Flash Room ». Une explosion blanche déchira l'air. Mais, au milieu de la lumière, une silhouette traversa les flammes. Romane surgit, indemne, la chemise roussie mais le regard vif. « Pas mal. Mais tu ne comptes pas utiliser la magie du 5e cercle ?» lança-t-il, presque amusé. Félix recula, stupéfait. Aucune brûlure. Ce n'était pas humain. Il activa Fliquet pour se téléporter, mais Romane anticipa, pivotant sur lui-même avant de réapparaître juste devant lui. Félix eut à peine le temps de lever les mains. Restreint. Une aura magique jaillit, entravant les mouvements de Romane. Le mage soupira, soulagé, 10 secondes de répit. Mais Romane grinça des dents, se pencha, rassembla toute sa force, et d'un cri, brisa les entraves. Félix serra la mâchoire, son regard flamboyant de défi. Très bien. Voyons si vous valez vraiment 1000 pièces d'or. Il étendit les bras. Une flamme jaillit, se déployant comme un torrent incandescent. Combustion incomplète. Romane leva les yeux, ébloui par le brasier, puis bondit, l'épée levée, prêt à abattre sa lame sur la tempête de feu. Le mage leva les yeux, stupéfait. Il déclara que c'était impossible. Romane s'approcha alors de lui d'un pas calme et lui proposa d'interrompre l'entraînement pour aujourd'hui. Un léger froncement de sourcils accompagna un sourire détendu. Il assura qu'il se reverrait le lendemain, à la même heure. Félix, haletant, leva les yeux vers le plafond de pierre. Il n'en revenait pas. Cet homme avait anticipé chacun de ses sorts. Impossible, songea-t-il. Aucune technique au monde ne permet de prédire la magie. Alors comment faisait-il ? Il se releva lentement, le souffle court, encore essoufflé par la défaite.
Pourrait-il le vaincre un jour, s'il s'affrontait à nouveau? Son regard s'assombrit. À ce rythme, il ne verrait jamais la victoire. Il devait trouver une solution. Il ferma les yeux, se remémorant l'ancien chef de la tour. Lorsque ce dernier avait disparu sans laisser de traces, le secret de la combustion, transmis depuis des générations, s'était éteint avec lui. Tous avaient alors proclamé la fin de la tour Phénix. Félix avait passé ses nuits à son bureau, penché sur des grimoires aux pages jaunies. Il s'enfonça dans ses recherches jusqu'à l'épuisement. Après des semaines d'efforts, il parvint à restaurer une partie de l'ancien sort. Les autres mages le surnommèrent bientôt l'obsédé. Le lendemain, lorsqu'il retrouva Romane sur le terrain d'entraînement, une nouvelle détermination brillait dans ses yeux. Il leva les bras, un cercle magique s'ouvrit sous ses pieds. Si cet homme peut prévoir la trajectoire de ma magie, pensa-t-il, alors je rendrai mes attaques si imprévisibles qu'il lui sera impossible de les anticiper. Le sol trembla. Des dalles se soulevèrent, laissant jaillir un pic de pierre. Félix s'en servit pour prendre de la hauteur. Romane, en contrebas, esquissa un sourire amusé. Le mage pensa que l'avantage de la magie résidait dans le fait qu'il n'était pas nécessaire de viser directement son adversaire. Il leva les mains et libéra une immense vague de flammes. Romane bondit, esquivant de justesse. Félix vit là une ouverture. Il tendit les bras, une colonne de feu jaillit, concentrée en un rayon incandescent, le canon de feu. Romane brandit son épée, créant un bouclier d'aura. Le mage fronça les sourcils. Un artefact, pensa-t-il. Mais avant qu'il ne puisse en être certain, Romane se rua sur lui, abattant sa main ouverte. Le coup le projeta du haut du promontoire. En bas, étendu, Félix ouvrit les yeux, abasourdi. Romane le regardait, impassible. « Cela ne peut pas continuer ainsi, » dit-il simplement. Félix demeura silencieux. Le jeune seigneur s'avança, son regard plongé dans celui du mage. « Vous pouvez utiliser toutes les méthodes que vous désirez, » ajouta-t-il. « Amenez d'autres mages si vous le souhaitez. Combattez à plusieurs. » Félix fronça les sourcils, surpris par cette audace. Romane poursuivit. « À chaque fois que vous parviendrez à me vaincre, je vous offrirai 10 000 pièces d'or en récompense à chaque fois. » Le souffle du mage se coupa. 10 000. Une somme capable de nourrir 40 000 personnes pendant un an. Alors, demanda Romane en souriant. L'idée vous plaît-elle? Félix comprit aussitôt. Cet homme ne le considérait pas comme un égal. Son poing se serra. Très bien, répondit-il d'une voix calme. J'accepte. Mais en lui, ce n'était plus une affaire d'argent. C'était une question d'honneur. Il ferait plier ce noble arrogant, quitte à ruiner sa fortune. Les jours suivants, les entraînements reprirent. La première semaine fut un enfer. Félix essuya défaite sur défaite, observant, analysant, mémorisant chaque mouvement. À partir du 8e duel, il commença à changer de stratégie. Il lança des sorts d'immobilisation, puis de ralentissement. Lors d'un autre combat, il invoqua une brume épaisse pour masquer ses attaques. Une fois, il plaça même un piège magique sous les pieds de Romane. Mais rien n'y faisait. 30 batailles, 30 échecs. Assis, le mage passa une main sur son menton. Je devrais cesser de m'accrocher à ma fierté, pensa-t-il. Le lendemain, il entra dans la salle du conseil où plusieurs mages en robe l'attendaient. Vous comptez nous faire combattre à plusieurs? Demanda l'un des anciens, le ton sec. Félix hocha la tête. La magie est une force difficile à maîtriser, répondit-il. Mais cette fois, il faut être pragmatique. Romane Démitri n'est pas un adversaire ordinaire. Si nous unissons nos pouvoirs, nous aurons peut-être une chance. Knox, un vieux mage à la barbe grise, fronça les sourcils. Et si cela tournait mal? S'il lui arrivait quelque chose? Nous ne pourrions pas assumer les conséquences. Félix soupira. 10 000 pièces d'or, murmura-t-il. C'est la mise. Si nous gagnons, je partagerai la moitié avec vous. Les regards se croisèrent. Puis un sourire se dessina sur le visage de Knox. Une seule victoire suffit. Une seule, confirma Félix. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit facile. Cet homme est l'ennemi naturel des mages. Inutile d'élaborer une stratégie compliquée, trancha Knox. Nous verrons bien sur le terrain. Quelques jours plus tard, ils se réunirent sur le champ d'entraînement. Romane se tenait face à eux, calme, presque détaché. Je vous laisserai porter le premier coup, annonça-t-il. Les mages levèrent leurs mains d'un même geste. Une explosion de flammes embrasa le sol. Félix esquissa un sourire amer. En un mois, il avait retrouvé une partie de sa maîtrise.
Mais Romane demeurait inatteignable. Lorsque la poussière retomba, le jeune seigneur se tenait debout, seul, au centre du champ. Autour de lui, les mages gisaient, épuisés. Romane leva la main, le regard vers le ciel. Grâce à la seconde restructuration de mes os, pensa-t-il, j'ai atteint la maîtrise absolue du froid et de la chaleur. Aucun feu ne peut désormais me consumer. À ses pieds, Knox gisait, haletant. Un des mages, allongé non loin, demanda d'une voix faible. Contre quel combat cet homme a-t-il donc lutté pour devenir ainsi? Félix se releva lentement, puis s'avança. Attendez, dit-il. Laissez-moi lui parler. Romane arqua un sourcil, intrigué. Félix prit une inspiration profonde. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous vaincre, admit-il. Mais je dois savoir, comment faites-vous pour prédire mes sorts à chaque fois? Romane resta silencieux un instant, puis esquissa un sourire. Je vais vous le dire. Je vais vous expliquer comment je me suis préparé à ce combat. Félix écarquilla les yeux. Romane leva la main et désigna la grande bibliothèque attenante au champ. Tout commence ici, dit-il. Félix tourna la tête, apercevant les centaines de grimoires qui tapissaient les murs. Il imagina Romane les parcourant un à un, étudiant le feu, l'eau, le vent. La magie du feu résonne avec le feu, songea-t-il. L'eau avec l'eau, le vent avec le vent. Et lui a compris comment tout harmoniser. Et pour la première fois depuis longtemps, Félix sentit poindre en lui autre chose que la défaite. C'était de l'admiration. Le blond avait imaginé rassembler l'énergie du vent entre ses mains, songeant qu'au moment d'incanter une magie de ce genre, une sorte de signal et un schéma d'attaque approximatif apparaissaient dans l'air. Le brun, observant sa concentration, lui avait expliqué qu'il était en réalité possible de prévoir à l'avance le type de sort que l'adversaire allait utiliser, simplement en analysant la quantité de mana, sa forme et son attribut. Grâce à cela, on pouvait réagir presque instantanément. Le mage, stupéfait, avait compris qu'il ne s'agissait pas là d'un simple talent. Il s'était mis à réfléchir. Il fallait d'abord posséder la faculté de lire la résonance magique, ensuite la connaissance nécessaire pour reconnaître un sort rien qu'à sa signature énergétique, et enfin, la capacité de décision fulgurante pour agir dans la seconde. Il n'arrivait pas à croire que Romane réunissait à lui seul ces trois conditions. En lui tournant le dos, il avait murmuré que cet homme n'était pas un génie, mais un véritable monstre. Félix, le blond, s'était alors souvenu d'un bâtiment en ruine, symbole de son impuissance passée. Il s'était dit que même un monstre pareil continuait à s'entraîner sans relâche pour devenir plus fort, tandis que lui s'était longtemps réfugié derrière la disparition de son mentor pour justifier son inertie. Rongé par la honte, il avait décidé de consacrer désormais toute sa force et tout son temps à se préparer pour son prochain affrontement avec le jeune maître. 2 mois plus tard, dans les terres reculées de Démitrie, la situation avait changé. Malgré leur isolement géographique, les soldats de cette famille demeuraient d'une discipline et d'une loyauté exemplaires, bien supérieures à celles des autres clans. Un jour, près de la forge, des voix s'élevaient au sujet de Romane. Un jeune forgeron, intrigué, confiait que le maître venait parfois travailler avec eux, mais qu'il préférait utiliser sa propre forge personnelle lorsqu'il devait créer une épée. Félix, en entendant cela, s'était approché. Le forgeron, baissant la voix, ajouta qu'on racontait que lorsque le jeune seigneur maniait le marteau, les flammes de l'âtre enveloppaient entièrement son corps. L'image frappa Félix. Il imagina Romane debout, auréolé de feu, forgeant une lame comme si le dieu du feu lui-même s'était incarné en lui. Il se remémora alors les paroles de l'ancien chef de la tour du Phénix. Pour comprendre le feu, il fallait s'y exposer chaque jour, jusqu'à ne plus le craindre, jusqu'à l'accueillir pleinement. Félix avait tenté l'expérience. Levant la main, il avait invoqué une flamme. On disait que pour maîtriser la combustion, il fallait lier une profonde amitié avec le feu, mais qu'il ne suffisait pas de le vouloir. Et lorsque l'on parvenait à laisser une colonne de flamme entourer son corps sans ressentir la moindre douleur, alors seulement pouvait-on renaître en tant qu'incarnation du feu. Plus tard, tandis qu'il traversait les jardins baignés de lumière, Félix repensa à Romane. Ce jeune maître ne craignait pas les flammes, pas même leur chaleur la plus ardente. Peut-être, songea-t-il, que cette famille, amie du feu depuis des générations, en connaissait le secret. Romane s'était retourné, surpris d'entendre son nom. Le blond s'était approché, affirmant qu'il avait entendu dire qu'il absorbait les flammes de la forge lorsqu'il travaillait. Le brun avait simplement incliné la tête. Félix lui avait alors demandé s'il existait une méthode spéciale pour fusionner avec le feu. Romane, impassible, lui répondit qu'il utilisait une technique qui lui était propre, un style unique qu'il avait lui-même développé. Le mage comprit alors que cet homme détenait le savoir qu'il cherchait depuis si longtemps. Sans perdre de temps, Félix s'était incliné profondément et déclara que la tour du Phénix avait besoin de cette connaissance. Il le supplia de la lui enseigner.
3 années de doutes et d'échecs venaient de trouver leur issue. Il avait enfin trouvé la clé. Roman l'avait regardé d'un air sévère. Il demanda pourquoi il devrait être aussi généreux envers eux. Félix, tendu, ne sut que répondre. Le maître ajouta qu'il pensait déjà leur offrir un salaire juste et s'interrogea sur ce que la tour du Phénix pouvait bien lui apporter en retour. Plus tard, Félix réunit 4 mages dans une grande salle afin de recueillir leurs avis. Knox, fronçant les sourcils, déclara que Roman était un ennemi naturel des mages, mais qu'il existait un dicton. Si tu ne peux pas vaincre ton ennemi, rallie-toi à lui. Dans le royaume de Franck où ils étaient implantés, expliqua-t-il, les tours de magie étaient méprisées. Aussi, il ne voyait aucun mal à offrir la tour du Phénix à Roman. Félix resta stupéfait. Ses compagnons, eux, souriaient, affirmant qu'ils voyaient les choses clairement. Le blond réalisa que, contrairement aux autres tours, ils avaient l'occasion unique de changer cette perception. Tous se rangèrent derrière lui, jurant de confier désormais l'avenir de leur art à la famille Démitri. Quelques jours plus tard, une longue procession de mages en robe entra sur le domaine de Démitri. Félix comprit que la tour du Phénix avait pris sa décision. Lorsqu'il vit l'un des mages s'approcher à son bureau, il lui demanda ce qui se passait. Le mage lui tendit un document. C'était un projet de budget alloué par la famille Démitri. Félix parcourut le parchemin et resta sans voix. Il avait cru que ce déménagement ruinerait leur budget, mais la famille leur attribuait 24 000 pièces d'or par an. Il ne savait s'il devait s'en réjouir ou s'en inquiéter. Le mage messager, le visage grave, précisa que la famille Démitri avait dit que si cette somme ne suffisait pas à couvrir leurs dépenses, ils pourraient soumettre un budget révisé. Le mage le regarda, stupéfait. Le mage ajouta d'un ton calme que le chef de la tour devait faire un tour à l'extérieur. L'homme sortit, et son regard se figea sur une construction titanesque. Ses sourcils se froncèrent. Il ne comprenait pas encore quelle était cette œuvre gigantesque dressée devant lui. Chris, à ses côtés, esquissa un sourire satisfait et expliqua que la famille Démitri avait décidé d'aider la tour du Phénix à étendre son influence. Désormais, elle pourrait accueillir jusqu'à 1000 membres. Le mage s'approcha, encore un peu confus. Il avoua qu'il n'aurait jamais imaginé le maître faire autant pour eux. Le chevalier se tourna vers lui, son expression adoucie, et répondit que nul n'accordait plus de valeur aux gens qu'au jeune maître lui-même. Le mage resta interdit, choqué par la situation. Pendant ce temps à l'intérieur du château de Démitri, Hans, l'intendant, levait la main avec un sourire en affirmant que Murphy, son jeune assistant, devait suivre à la lettre le rythme quotidien du jeune maître, sans jamais s'en écarter. Pour préparer l'absence de Hans, le garçon notait tout avec ferveur. À quelle heure lui tendre une serviette, à quel moment préparer l'eau à la température parfaite. Hans ferma un instant les yeux, esquissant un sourire attendri. Il se dit qu'il n'avait rien à craindre. Après tout, ce garçon avait étudié à l'académie, il saurait bien s'en sortir. En songeant à cela, il avait apprêté une petite poupée blonde, un cadeau qu'il savait que sa petite fille adorerait. À l'extérieur, un jeune serviteur brun s'inclina alors devant lui, annonçant d'une voix sérieuse qu'il attendait. L'intendant, surpris, demanda ce que cela signifiait. Le garçon lui tendit la main et lui proposa d'entrer dans la calèche. Hans, intrigué, demanda s'il venait pour l'emmener quelque part. Le jeune homme répondit simplement que c'était un ordre direct du jeune maître. Entre-temps ailleurs, une petite peluche tomba au sol. Harrison, stupéfait, fronça les sourcils, il ne comprenait pas ce qui se passait. Chez lui, les domestiques du jeune seigneur s'affairaient déjà, nettoyant, dressant les tables, disposant mets et boissons. Une femme s'approcha, paniquée. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi le jeune maître Roman avait envoyé ces gens. Lucas, l'homme aux manières impeccables, arriva, se présenta, expliqua que le seigneur l'avait envoyé pour exprimer sa gratitude envers monsieur Hans pour ses années de service. Harrison, le fils de l'intendant, resta figé, incapable de comprendre pourquoi un noble ferait tant pour son père, simple majordome. Son visage se décomposa lorsque Lucas ajouta que le jeune maître estimait énormément Hans. Lucas demanda alors si son père lui avait déjà parlé du maître. Harrison, en silence, revit les souvenirs qu'il avait longtemps voulu effacer. Les jours où Roman traitait son père avec froideur, les rumeurs qui le disaient idiot, incapable de comprendre les sacrifices de cet homme dévoué. Et pourtant, son père n'avait jamais cessé de croire en Roman. Il se souvint de la dernière fois où son père lui avait dit, le sourire aux lèvres, que le jeune maître avait souffert, qu'il s'était égaré un temps, mais qu'au fond, il restait un homme bon. Les larmes montèrent aux yeux d'Harrison. Il les essuya d'un revers de main, se promettant de ne plus jamais douter de son père. Un grand banquet se tenait ce soir-là dans la demeure familiale. Les invités, surpris, contemplaient les tables garnies de plats et de présents. 3 visiteurs entrèrent, incertains d'être au bon endroit, lorsque le bruit des bottes de soldats résonna. Tous s'écartèrent,
et un cortège traversa la pièce, mené par un homme à la silhouette imposante. Harrison sentit son cœur bondir lorsqu'il aperçut son père, un cadeau dans les bras. Le jeune blond courut à sa rencontre et le serra dans ses bras avec une émotion sincère. Dans un coin, une montagne de coffres et de boîtes brillait sous la lumière. C'était l'heure d'ouvrir les cadeaux. Harrison défit le premier paquet aux côtés de sa fille. À l'intérieur, une poupée, la première que son grand-père lui offrait. La fillette l'étreignit avec des yeux émerveillés. Harrison remercia son père d'une voix tremblante. Puis il aperçut une boîte rouge. À l'intérieur, un anneau serti d'un rubis étincelant, portant le sceau du vicomte Conrad. Les trois invités, abasourdis, échangèrent des regards. Pourquoi un noble de ce rang offrirait-il un tel bijou à une enfant issue d'une famille de serviteurs? Les autres coffrets contenaient des parures, accompagnés de lettres scellées, des présents du comte Adélian et du vicomte Laurence. Tous restaient perplexes. Que cherchaient donc ces aristocrates? La réponse était simple. Tous voulaient s'attirer les faveurs de Hans, l'homme qui, jadis, avait élevé le jeune Roman lorsque celui-ci n'était qu'un enfant méprisé. Le nom de Hans brillait désormais parmi ceux que les nobles respectaient. Il était devenu un lien entre leur monde et celui du maître Démitri. La fillette, heureuse, serra sa poupée contre son cœur. Harrison comprit alors que ces présents dépassaient leurs modestes conditions, mais il savait qu'il ne pouvait les refuser. Tremblant, il ouvrit la dernière enveloppe, portant le sceau de Roman lui-même. Son père, moustache frémissante, le regarda avec étonnement. À l'intérieur se trouvait une lettre de recommandation pour l'admission à l'Académie de gloire. Harrison resta bouche bée. Pour sa fille, pour cette petite fille aux yeux brillants, le jeune maître avait personnellement écrit à la plus prestigieuse école du royaume. Il leva les yeux vers le ciel, imaginant l'Académie sous la lumière du matin. Le rêve de tout roturier, inaccessible même avec la fortune. Les larmes revinrent, mais cette fois, elles étaient de reconnaissance. Après la fête d'anniversaire, Hans était de retour au château. L'intendant, un peu gêné, déclara que le cadeau était trop somptueux. Roman, debout près de la fenêtre, écoutait. Hans ajouta qu'être simplement reconnu et rappelé par son jeune seigneur suffisait déjà à donner un sens à toute une vie de dévouement. Roman demeura silencieux, mais son regard se perdit un instant, comme s'il revoyait un autre temps, celui où un garçon, épuisé, tenait sa poitrine blessée sur un champ de bataille, tandis qu'un vieil homme aux cheveux blancs lui demandait d'une voix grave s'il regrettait son choix. Le démon sanglant, agenouillé dans la boue et le sang, avait levé les yeux vers lui, un sourire ironique aux lèvres. Il répondit qu'il ne regrettait rien, qu'il croyait en son maître, et que cette foi suffisait à lui donner la force de le suivre, jusqu'à la fin. Le protagoniste avait compris que Hans représentait le dernier lien que Roman avait laissé derrière lui. Debout face à son majordome, il lui confia qu'en repensant aux années écoulées, il réalisait avoir passé plus de temps à ses côtés qu'avec son propre père. Malgré la différence de statut social, Hans occupait une place unique dans son cœur. Le vieux majordome le regardait avec une émotion contenue, tremblant presque. Roman lui déclara alors qu'il était aussi sa famille, et qu'en lui offrant sa loyauté et sa sincérité, il avait gagné le droit de recevoir quelque chose en retour. Le jeune brun lui adressa un sourire sincère, le félicitant de tout cœur pour l'anniversaire de sa petite fille. 1 an plus tard, le décor avait changé. On se trouvait désormais dans la région du temple Valhalla, à la succursale de Caïro. Sous un soleil doux, un arrosoir versait un filet d'eau claire sur le jardin avant. Willas, lunettes sur le nez, arrosait les fleurs avec une lassitude visible. Tout semblait paisible. Mais dans son regard se lisait une inquiétude grandissante. Depuis que Roman était revenu du front sud et avait mentionné la bataille des Rankères, un événement sans précédent bouleversait le royaume de Caïro. Willas imaginait encore ces mages enflammés, les flammes bleues s'élevant dans la nuit, illuminant les arènes de duel. Les Rankères de Caïro avaient cessé de s'affronter entre eux. Désormais, ils ne se préparaient qu'à un seul combat, celui contre Roman. Le jeune homme se souvenait de lui, drapé dans un manteau rouge, marchant droit. Après son duel contre Butler classé second dans le royaume d'Hector, Roman avait officiellement obtenu la 100e place dans le classement des Rankères de Caïro. C'était là que naissait le dilemme. Willas, un sourire rusé aux lèvres, pensa au classement. De la première à la 99e place, chacun pouvait désormais devenir la proie de Roman. Peu importait leur choix ou leur stratégie, dès l'instant où Roman bougeait, le royaume entier tremblait. Soudain, un assistant entra précipitamment dans la cour, haletant. Une lettre venait d'arriver, scellée du sceau du jeune maître Roman lui-même. Willas leva les yeux, un sourire fin sur les lèvres. Roman allait enfin entamer la bataille officielle des Rankères. Pendant ce temps, le marquis Bénédicte, installé dans son vaste bureau, tenait la même lettre entre ses doigts. La lampe diffusait une lumière chaude sur les chaises vides,
et le vieil homme fronça les sourcils. Quelque chose d'étrange se passait à la frontière de Caïro. Tout avait commencé avec la tour magique du phénix du royaume de Franque, puis avec la disparition soudaine de plusieurs figures importantes des tours magiques de Cronos. Dans son esprit, Bénédicte imaginait ces tours sombres s'élevant dans la brume. L'empire de Cronos, le plus touché, accusait déjà les royaumes voisins. Sur son trône, l'empereur de Cronos, étincelant dans son armure, annonçait la conquête du continent. Sur les cartes, les frontières de Cronos et Caïro se croisaient dangereusement. Les petits royaumes, eux, allaient payer le prix fort, surtout Caïro, voisin direct du géant impérial. La guerre était inévitable. Dans l'ombre, Bénédicte réfléchissait à une seule chose. Comment le royaume pourrait-il survivre à une ère de chaos avec un roi faible? Il imaginait Romane chargeant à travers le palais, le vent soulevant sa cape rouge. Si la faction aristocratique parvenait à recruter Romane, plus rien ne pourrait les empêcher de remodeler le pouvoir central. Mais si le jeune homme refusait, alors tout s'effondrerait. Sa main trembla, et dans un éclat de colère, le verre qu'il tenait se brisa. Où est-il? Gronda Théil. Son assistant leva les bras, intimidé, le jeune maître se trouvait actuellement au nord. Cette localisation surprit le marquis qui s'étonna. Pendant ce temps, Willas annonçait l'ouverture de la bataille officielle des rankers. Face à lui, un blond à l'allure noble, Jadon, 99 du classement de Caïro, saisit son épée. Il savait que Romane visait les sommets, et pourtant, il n'avait pu refuser son défi. Sous le ciel gris, les deux adversaires se faisaient face. Le vent agitait la poussière rouge du sol. Jadon savait que ce jeune homme, malgré sa réputation de prodige, ne semblait être qu'un simple garçon. Romane, impassible, leva son arme. Le blond déploya une aura bleutée et fondit sur lui, déterminé à donner toute sa force. Mais l'instant d'après, une explosion de lumière éclata. Romane esquiva, pivota, et son épée frappa d'un éclat écarlate. Jadon fut projeté au sol, vaincu avant même d'avoir compris. Ce combat est à sens unique, déclara calmement Willas. Inutile de poursuivre. L'homme aux lunettes croisa les bras, observant le jeune maître. Était-il vraiment nécessaire de suivre ce chemin d'épines, de gravir un à un les échelons des duels? Ne valait-il pas mieux commencer directement par la 30e place? Romane, un sourire carnassier aux lèvres, répondit que même si le monde le voyait comme un héros, il devait encore fêter les doutes. Il se voyait déjà, debout au sommet de la montagne, rejetant tous les combattants vaincus à ses pieds. Pour prouver sa valeur, il devait vaincre chacun d'eux, un par un. Willas sourit à son tour, comprenant que ce feu brûlant dans les yeux du jeune maître était bien celui du véritable Romane. Les rumeurs disaient qu'il serait impossible pour lui de grimper de la 99 à la 1 place par une simple série de victoires. Pourtant, Romane se dressa seul face à une armée entière de combattants. Même en battant un adversaire par jour, il lui faudrait plus de 99 jours pour accomplir cet exploit. Mais moins d'une semaine plus tard, la peur du peuple fut balayée. Willas, exalté, annonça la nouvelle. Le ranker numéro 99, Romane, a vaincu le numéro 98, Deli, et pris sa place. Romane, d'un revers de pied, repoussa son adversaire, exigeant le suivant. Le 97 tomba à son tour, le visage en sang. En une seule journée, il avait abattu 3 rankers. Les spectateurs, médusés, virent une aura rouge flamboyer autour de lui. Il ne lui avait fallu que 10 secondes pour vaincre les 3 combattants. Et en seulement 2 jours, Romane avait déjà balayé tous les rankers jusqu'à la 91 place. Le monde venait de comprendre. Le jeune homme qu'ils appelaient fou était en train de devenir une légende. Le combattant posa le pied sur la surface de l'eau, créant un cercle d'ondes autour de lui. Jadon, haletant, tentait d'échapper à la gueule béante du monstre. La créature, plus avide de sang que jamais, grognait dans un souffle brûlant. Le jeune homme se réveilla en sursaut, le regard trouble, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Derrière lui, le guérisseur se retourna. Il remarqua que le blessé avait enfin repris conscience. Le blond ouvrit lentement les yeux, cherchant à comprendre où il se trouvait. Le guérisseur, tenant une boîte remplie de fioles, haussa les sourcils et déclara d'un ton sec que le garçon pouvait bien deviner la raison de sa présence. Il s'était jeté tête baissée contre un adversaire bien trop fort pour lui, et s'était effondré d'un seul coup. Le guérisseur précisa que toute une journée s'était déjà écoulée depuis sa perte de connaissance. Tout en rangeant méthodiquement ses fioles sur l'étagère, il soupira de soulagement. Sur tous ceux qui avaient affronté Romane, Jadon était le seul à s'être réveillé. Le blond, encore faible, demanda combien d'adversaires Romane avait déjà terrassés. Lorsqu'il apprit la réponse, son regard se figea. Le guérisseur annonça calmement que Romane avait vaincu 5 rankers en une seule journée.
Jadon comprit. L'homme prit une fiole, la fit tourner entre ses doigts et demanda au blessé s'il comprenait ce que cela signifiait. Il expliqua que ces combattants n'avaient jamais été de véritables adversaires pour Roman. Leur défaite était inévitable dès le départ. Jadon grimaça, serrant sa poitrine, les muscles brûlants de douleur. « Tu ne pourras pas bouger entièrement pendant un mois », précisa le guérisseur sans détour. Il ajouta qu'il ignorait quel type de magie romane avait utilisé, mais que les tissus musculaires du blond étaient dans un état chaotique, presque liquéfié. Le jeune homme regarda autour de lui, paniqué, cherchant à comprendre comment cela pouvait être possible. La sueur perlait sur son front lorsqu'il réalisa qu'il devait prévenir les autres avant qu'ils ne commettent la même erreur. Plusieurs lettres cachetées furent rédigées, des messages d'avertissement envoyés par Jadon lui-même. Il y expliquait qu'il avait affronté Roman en tant que 99 ranker, et qu'il n'avait pas tenu une seule seconde. Un seul coup avait suffi pour transformer son corps en bouillie, le condamnant à un mois d'immobilité. Deux combattants, lisant la lettre à voix haute, échangèrent un regard effaré. Sur la table, d'autres messages racontaient la même chose. Affronter Roman ne laissait aucune gloire, seulement la peur. Pendant ce temps, le protagoniste, implacable, écrasait littéralement le ranker occupant la 85 place. Une série de victoires pour se succédèrent, annonçant la chute successive de ses adversaires. Une semaine passa. Et bientôt, il ne resta plus aucune rumeur. Le silence seul accompagnait son ascension. Les rankers, conscients de l'abîme qui les séparait de lui, levèrent des drapeaux blancs. De la 39 à la 31 place, tous abandonnèrent sans combattre. Mais un seul homme refusa la reddition, le ranker classé 30, Fernando. Son ami blond, classé 28, tenta de le raisonner. « Tu sais très bien que Roman n'est pas un homme ordinaire », le supplia-t-il. Fernando, impassible, continua d'avancer sans même lui accorder un regard. Leur camarade aux cheveux rouges, 23 du classement, intervint à son tour, le suppliant d'abandonner cette folie. Le blond affirma que Roman possédait au moins le niveau d'un épéiste à 5 étoiles, et que seuls les 10 meilleurs rankers de Cairo pouvaient prétendre lui résister. Mais Fernando, ajustant calmement son armure, répondit d'une voix ferme que c'était son choix. « Appelez-moi fou si vous le voulez », lança-t-il. « Mais si notre réputation doit être souillée, ce ne sera pas la mienne, ce sera la vôtre. » Ses compagnons détournèrent les yeux, traitant son obstination de folie. Fernando serra les poings, conscient que son rang importait peu. Ce qu'il cherchait, ce n'était pas la gloire, mais l'expérience. Affronter Roman, même au prix de la défaite, lui permettrait de franchir un pas qu'aucune victoire facile ne lui offrirait. Sous les acclamations étouffées du public, les deux adversaires se firent face sur le champ de duel. Les spectateurs retenaient leur souffle, se demandant si le 30e ranker tiendrait ne serait-ce qu'une minute. Fernando, reconnu pour sa rigueur et sa maîtrise de l'épée, leva sa lame qui scintillait d'une lumière dorée. Face à lui, Roman restait immobile, calme, presque inhumain. La tension dans l'air était telle qu'on aurait pu entendre tomber une goutte d'eau. Le signal retentit. Fernando se jeta droit devant, traçant une ligne de feu doré sur le sol. Roman leva son épée, la lame vibrant sous la pression du choc. Leur affrontement illumina le stade d'éclat de mana. Fernando abattit son arme, mais Roman esquiva d'un mouvement fluide. Une silhouette enflammée passa au-dessus de lui, fendant l'air d'un rugissement. Le protagoniste se redressa, son manteau rouge battant comme une flamme. Derrière lui, Fernando, haletant, comprit que son adversaire ne contre-attaquait même pas, il se contentait d'esquiver. L'homme sentit la colère lui monter. Roman le dominait sans effort, piétinant sa fierté. Mais Fernando se rappela qu'il avait déjà perdu son orgueil depuis longtemps. Alors, dans un dernier sursaut, il se jeta à nouveau dans la bataille. Un éclair violet traversa l'espace. Une voix résonna, grave, impérieuse. « Dirige le flux de ton mana. » Ainsi. Fernando écarquilla les yeux. Cette voix, c'était celle de Roman. Le jeune homme se figea, stupéfait. Roman, toujours impassible, expliqua par télépathie d'un ton calme que la faiblesse de Fernando venait de son mana instable. Tant que tu t'obstineras à canaliser ton énergie de cette façon, tu ne progresseras jamais, déclara-t-il. Il leva la main, traçant dans l'air 2 lignes lumineuses représentant les flux d'énergie. Observe, ajouta-t-il. Avec une circulation normale, tu pourrais recevoir et libérer ton mana à travers un canal équilibré. Le silence retomba dans l'arène. Fernando, essoufflé, comprit que Roman ne cherchait pas seulement à le vaincre. Il voulait le guider. Le jeune aristocrate imagina 2 ruisseaux d'aura bleu s'écoulant le long d'une silhouette vacillante. Roman savait que cette énergie ne concernait pas seulement le royaume de Cairo. Tous les bretteurs du continent de Salamandre utilisaient le même canal interne de mana.
À travers ses mèches sombres, il observa son adversaire avec un éclat d'enthousiasme dans le regard et lui fit remarquer que le monde ne se limitait pas à un seul canal de mana. Fernando, le combattant aux cheveux bouclés, resta pétrifié. Il crut un instant entendre les délires d'un fou. Une technique connue de tous, même si chacun en maîtrisait une version différente. Roman brisa ce silence d'un ton calme. Il réaffirma que, contrairement à ce que tous croyaient, il existait plusieurs canaux de mana. Fernando, les yeux écarquillés, eut du mal à comprendre. Le public retint son souffle tandis que les deux hommes se faisaient face, tels deux miroirs d'une même folie. Le noble ajouta que remodeler un canal déjà formé serait ardu, mais qu'une telle tentative valait toujours le risque, ne serait-ce qu'une fois. Le jeune homme aux boucles sombres serra la mâchoire, nerveux. Il ne comprenait pas vraiment ce que son adversaire cherchait à prouver, mais décida malgré tout de lui accorder sa confiance, fût-ce la voix d'un démon qu'il suivait. Alors, leurs lames se heurtèrent dans une fureur d'étincelles. Leurs silhouettes se confondirent dans un balai d'acier et de lumière. Roman, d'une voix calme au cœur du chaos, lui ordonna de réprimer l'énergie du mana et de la contenir. Comme un torrent invisible heurta les murs d'une salle d'entraînement. Puis, il ajouta que le mana lui-même lui indiquerait le chemin de sortie. Fernando, les yeux clos, se concentra. Il sentit alors une vibration nouvelle dans son corps, un flux qu'il n'avait jamais perçu. La lumière l'enveloppa soudainement, éclatante, presque aveuglante. Il tenta de comprendre comment cela était possible, tandis que Roman, un sourire froid au coin des lèvres, murmura que le moment était venu d'en finir. Sa lame fendit l'air, libérant un éclair pourpre. En un souffle, Fernando fut projeté au sol, inconscient. Le silence retomba sur l'arène. Les spectateurs, médusés, observaient le corps inerte du 30e du classement. Ils savaient désormais, Roman appartenait à une autre dimension. La différence entre eux n'était plus de niveau, mais d'espèce. Quelques instants plus tard, Fernando se redressa, tremblant, et aperçut le noble s'éloignant lentement de l'arène. Il se précipita vers lui, haletant, et lui demanda comment il avait su. Comment avait-il deviné son dilemme? Roman se retourna, son regard calme et perçant. Il lui répondit que le fait même d'avoir atteint le niveau des 4 étoiles prouvait sa valeur. Mais il ajouta que, comparé à la quantité de mana qu'il possédait, la puissance de son émission demeurait désespérément faible, ce qui indiquait une anomalie dans ses canaux d'aura. Fernando serra les poings, bouleversé. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit une lueur d'espoir. Il posa la main sur sa poitrine et admit qu'il n'avait saisi qu'une infime parcelle de vérité, et qu'il aurait du mal à avancer seul. Il leva les yeux vers Roman et lui demanda s'il accepterait de lui enseigner comment percer un canal d'aura. Le noble croisa les bras et répondit que cela ne posait aucun problème, mais qu'il ne faisait jamais rien sans contrepartie. Fernando inclina la tête, résigné, et demanda ce qu'il devait offrir en retour. Roman s'approcha de lui, le regard rempli d'une froide détermination, et déclara « Suis-moi, et vis pour moi ». Alors, le jeune homme tomba à genoux. Il prononça son nom, jura fidélité, et prêta allégeance à son nouveau maître. Peu après, au sein de la faction aristocratique, les nobles se réunirent autour d'une grande table ronde. Les chandelles projetaient sur leurs visages des ombres inquiètes. Tous parlaient de Roman, de ses actions imprévisibles, et de cette vitesse avec laquelle il grimpait les rangs. Le marquis Bénédicte les interrompit d'un ton grave. « N'allons pas trop vite en besogne, dit-il. Certes, il a vaincu Butler. Mais le comte Nicolas, classé 80e sur tout le continent, n'est pas un adversaire ordinaire. Il décrivit Nicolas comme l'épée du roi, un chevalier qu'aucun autre n'osait approcher. Les nobles, nerveux, échangèrent des regards. Owen demanda ce qui se passerait si Roman parvenait à le battre. Bénédicte esquissa un sourire sombre. Alors, dit-il, l'équilibre même du royaume s'effondrerait. Le comte Nicolas est le pilier de la faction royale. S'il tombe, un nouvel ordre s'élèvera. Il pensa aux frontières du royaume de Caïro et les zones sous influence. Puis il conclut, quoi qu'il en soit, nous devons l'empêcher d'y parvenir. Son poing s'abattit violemment sur le bois. Si Roman refuse notre offre, nous le détruirons. Par tous les moyens. Son regard se fit plus dur encore. La lumière vacilla. Rassemblez vos armées. Faites venir vos troupes en secret à la capitale. Qu'il fasse le choix qu'il veut, nous ne le laisserons pas nous échapper. Plus tard, dans une autre arène, un genou ploya devant Roman. Geron, 10e du classement et fier représentant de la faction du royaume de Chronos, s'avouait vaincu. Le jeune noble leva les yeux vers les gradins, le regard brûlant. Il déclara d'une voix forte, « Je suis déçu. Sincèrement déçu. » Le silence tomba. Les spectateurs, figés, n'osaient respirer. Roman rappela qu'1 an plus tôt,
Il avait proclamé l'ouverture officielle des batailles des Rankères et avait promis d'affronter quiconque oserait se dresser devant lui. Son manteau rouge s'agita tandis qu'il poursuivait. Après avoir vaincu Geron, 10e du royaume, j'ai compris une chose. Il n'existe plus ici d'adversaire capable d'accueillir ma lame, excepté le comte Nicolas. Son regard se perdit dans le vide. En 3 jours, ici même, j'affronterai tous les Rankères restants, du 9e au second, un par un. Et alors seulement, je défierai la première épée du royaume de Caïro. Et dans ce silence suspendu, tout le monde sut. L'histoire de Caïro venait de basculer. L'annonce de Romane fit trembler tout le royaume de Caïro. En un instant, la nouvelle se répandit comme un incendie dans la steppe. Dans les salons dorés de la noblesse, la tension monta d'un cran. Bruno, le 9e du classement, serra les poings en silence. Il avoua qu'il se trouvait à peine supérieur à Geron en termes de capacité, mais que Romane l'avait balayé avec une aisance effrayante. Oscar, le chevalier à la chevelure rousse, 2e du classement et faisant partie de la faction aristocratique, croisa les bras et déclara qu'il n'y aurait pas de retraite possible. Il imagina le jeune noble, insolent, pointant du doigt ses adversaires et les ridiculisant devant tous. Romane, disait-il, n'avait pas seulement défié la hiérarchie, il l'avait piétinée. Furieux, Oscar se leva d'un bond et frappa la table de son poing ganté. « Si nous refusons de nous battre, dit-il, ils nous appelleront lâches. » Sa voix tonna dans la salle. Alors, il appela tous les Rankères de Caïro à se réunir. Dans son esprit, il voyait déjà le marquis Bénédicte, debout devant le grand château de la faction, ordonner que l'on use Romane jusqu'à la corde. Une généreuse récompense serait promise à ceux qui participeraient à son épuisement. Oscar jura sur sa propre vie qu'il combattrait Romane et défendrait la fierté des bretteurs de Caïro. Les autres Rankères acquiescèrent d'un même élan. Leurs mains se levèrent, leurs visages s'enflammèrent. Tous voulaient lui rappeler ce qu'était la réalité. 3 jours plus tard, l'arène de la capitale vibrait sous les acclamations. Les combattants, du 9e au 2e rang, entrèrent un à un, lourdement armés. Les spectateurs, captivés, savaient qu'ils assistaient à quelque chose d'unique. Tous ces duels en un seul jour. Romane s'avança, seul, face à la marée de guerriers. Son regard parcourut cette foule d'épées et d'armures. C'était là, pensa-t-il, la véritable nature des aristocrates. Lorsque la peur s'installait, ils se rassemblaient, se fondaient dans une seule entité pour étouffer la menace. Il inspira lentement, il n'avait plus que 2 choix, dévorer ou être dévoré. Le premier à pénétrer dans l'arène fut Bruno, 9e du classement. Bruno comprit que Romane visait une victoire éclair. Mais lui, comme les 8 autres, espérait rallonger le combat, forcer l'usure, épuiser ce jeune prodige. Romane, d'un geste sec, trancha la chair. Une ligne rouge se dessina sur le flanc de Bruno, qui s'effondra, le souffle coupé. Le noble se détourna calmement et appela. Le suivant. 8e place, 7e, 6e. Les combats s'enchaînèrent avec la même intensité, la même fatalité. Chaque duel ne dura que quelques secondes. Le sang éclaboussa la poussière, les corps s'effondraient les uns après les autres. Le 4e et le 5e furent balayés d'un simple coup de pied. Le 3e fut envoyé au sol en un instant, inconscient. Oscar, enfin, se dressa à son tour. Son visage pâlit. Il comprit que tout cela ne pouvait pas être réel. Qu'aucun être humain ne pouvait vaincre 8 Rankères en une seule journée. Dans le palais royal, le roi Daniel recevait le rapport de la scène, le visage dissimulé derrière une main tremblante. « Plus rien, murmura-t-il, ne pourra l'arrêter. » Son conseiller se tourna vers lui, inquiet. Daniel fixa alors le comte Nicolas, la première épée de Caïro, et demanda d'une voix grave. « Est-il encore possible d'éviter ce duel ?» Le vieil homme à la chevelure blanche resta silencieux. Il songea au royaume, aux mains qui se tendaient vers le trône, à cet équilibre déjà si fragile. Le roi ajouta, « Si vous êtes vaincu, comte Nicolas, alors la famille royale s'effondrera. » Nicolas leva les yeux vers son souverain. Son regard n'exprimait ni peur, ni colère, mais une certitude tranquille. « Cela n'arrivera pas, dit-il simplement. Croyez en moi, votre majesté. » Puis, sans attendre, il fit volte-face et quitta la salle. Dans le couloir du palais, Bentner, le stratège de la faction royale, l'intercepta. « Êtes-vous certain de pouvoir le vaincre ?» demanda-t-il. Nicolas s'arrêta, posa sa main sur la garde de son épée et répondit. « Dites-moi, Bentner, quel genre d'homme est Romane ?» Bentner ferma les yeux, réfléchit, puis murmura, « Un tigre noir. Né avec l'instinct d'un prédateur. Il n'a peut-être pas encore atteint l'appel du monde, mais sa détermination est inébranlable. » Il se rappela sa rencontre avec Romane assis, les bras croisés,
observant calmement, prêt à tout. Alors il ajouta, d'une voix basse, « S'il vous bat, comte, ce sera la fin de la lignée royale. » Nicolas serra les dents et répondit, sans se retourner, « Alors je ne lui laisserai pas cette chance. Je protégerai Caïro, quoi qu'il en coûte. » Le lendemain, le soleil dardait ses rayons sur la capitale. Une foule immense se pressait aux portes de la reine. L'air vibrait d'excitation, de crainte et d'admiration mêlées. Car aujourd'hui, Caïro allait assister à la rencontre de deux légendes. Roman entra, vêtu de son manteau écarlate, son épée à la main. Face à lui, le comte Nicolas dégaina lentement sa lame. « Je suis la première épée de Caïro, dit-il d'une voix claire. Je vais te montrer la réalité que tu refuses de voir. » Roman inclina légèrement la tête, un sourire discret aux lèvres. « Très bien. Montrez-la-moi. » Le drapeau rouge s'abaissa. Le combat commença. Le fracas des épées fendit l'air, soulevant un ouragan d'énergie. Les spectateurs se couvrirent le visage pour se protéger des bourrasques provoquées par les coups. Willas, posté sur les gradins, observait, fasciné. L'air vibrait à chaque choc. Il sentit sa peau picoter, son cœur battre plus fort. « Voilà, murmura-t-il, le duel que j'attendais. » Nicolas grinça des dents, un éclat fou dans les yeux. « Tu es un adversaire amusant, Roman. » Mais le jeune noble, caché sous sa frange, répondit d'un ton calme. « Le titre de première épée ne s'obtient pas par hasard, mais il peut se perdre en un instant. » Leurs lames se croisèrent à nouveau, dans une explosion de lumière. Nicolas fut projeté en arrière, labourant le sol par la puissance du choc. Il s'immobilisa, haletant, comprenant qu'il était repoussé contre sa volonté. Devant lui, Roman se tenait immobile, un rictus aux lèvres. La terre se fissura sous ses pieds. Une onde de lumière déchira le sol. La bataille venait de dépasser les limites humaines connues. Le flot rougeoyant jaillit de la lame et fendit l'air dans un sifflement. Le comte Nicolas, la première épée de Caïro, comprit alors que son adversaire faisait preuve d'un pragmatisme glaçant. Roman recula d'un bond en arrière, observa le comte resserrer sa prise sur la garde de son épée. Nicolas savait que, si Roman remportait ce duel, jamais il ne se rangerait entièrement du côté de la famille royale. Il fit un pas, levant son épée avec rage, épuisant la flamme de son âme dans une ultime tentative. Il n'était plus question pour lui de perdre. Pas devant cet homme. Pas devant le royaume tout entier. Roman ouvrit grand les yeux. Il vit alors le comte concentrer une énergie brûlante, un torrent de feu jaillissant de la lame, un secret ancestral de la lignée des Nicolas. Une lueur incandescente enveloppa son visage, et le souffle du feu déferla vers le jeune homme. Une explosion de lumière et de flammes embrasa l'arène. Mais, contre toute attente, Roman absorba l'énergie destructrice en exécutant la technique de l'épée du démon céleste. Une deuxième déflagration, cette fois teintée de flammes violettes, ravagea le sol. La poussière s'éleva, couvrant la scène d'un épais nuage. Quand le silence retomba, Nicolas apparut, à genoux, la tête baissée, le corps couvert de sang. Il pensa qu'il avait perdu. Pourtant, face à lui, Roman demeurait debout, immobile, son regard fixé sur cet homme qui, malgré la défaite, refusait de s'effondrer. Le comte serra les dents, leva son épée tremblante et déclara, d'une voix rauque. Il était, et resterait jusqu'à la fin, la première épée de Caïro. Roman pouvait briser son corps, mais jamais sa volonté. Nicolas s'élança à travers les ruines, son épée traçant une ligne dans la poussière. Roman para, pivota, et d'un geste fluide, infligea une blessure sanglante à son adversaire. À cet instant, il comprit qu'il avait face à lui un homme digne d'admiration. Le comte, en hurlant de douleur, tomba à genoux, puis s'écroula, sans force. Ce fut la fin de l'ère d'un grand homme, celui qui, jadis, avait porté sur ses épaules toute une ère. Le silence retomba sur l'arène. Les spectateurs, pétrifiés, contemplaient l'inimaginable. Willas, les yeux écarquillés, se redressa parmi les décombres et murmura que Roman venait, à cet instant, de devenir le premier Ankher du royaume. L'homme aux lunettes fixait le jeune guerrier avec stupeur. Tous comprirent qu'il l'avait sous-estimé. Quel que fût le jugement qu'il porterait sur lui, ce monstre dépasserait toujours toutes leurs attentes. Plus tard, au cœur de Caïro, Roman marchait aux côtés de son armée. Le peuple, massé le long des rues, l'acclamait, un héros si jeune, et déjà vainqueur de la première épée du royaume. Il avançait, calme, son regard fixé droit devant lui, sans un mot. C'est alors que le chef de la faction aristocratique, le marquis Bénédicte, s'avança pour le rencontrer. Le vieil homme, moustachu, salua le jeune héros et admit qu'il avait su dire qu'il avait vaincu le comte Nicolas lui-même. Il ajouta qu'il admirait sa force. Mais derrière les mots polis,
Son regard dissimulait une tension. Bénédicte observa longuement, puis déclara qu'il se demandait pourquoi Roman avait mis une année entière à se préparer. Le chef de faction comprit alors que tout ce temps avait servi à la réorganisation de la famille Démitrie, à l'expansion de son influence à travers le royaume. Il finit par dire, d'une voix grave, que l'heure du choix était venue. Roman devait décider, rejoindre la faction aristocratique ou bien suivre une autre voie. Bénédicte tendit sa main. Si tu choisis la première option, tout ira bien. Mais si tu choisis la seconde, tu paieras un lourd tribut. Roman baissa légèrement la tête, silencieux. Il se souvint dans sa vie passée du regard du grand maître de la secte du démon céleste, ce regard moqueur lui disant que leur avenir dépendrait désormais de sa décision. 3 disciples, vêtus de tuniques différentes, l'observaient. Il lui avait demandé s'il suivrait leurs pas pour rejoindre la gloire et la richesse, ou s'il se dresserait devant eux en héritier de la secte. Roman, à cette époque, avait relevé la tête vers le seigneur de la secte et avait compris que toute obéissance n'était qu'une forme de servitude. Alors, il s'était avancé vers le maître, puis il avait levé son épée et avait tranché le lien qui le retenait. Il n'était pas né pour vivre au service d'un autre. Revenant au présent, Bénédicte serra le poing. « Quelle folie !» dit-il. « Tu viens de faire le pire des choix. » Le vieil homme écarta lentement les doigts, comme pour saisir l'air. Il affirma que, quoi qu'il arrive, le pouvoir et la réputation restaient entre ses mains, et que même Roman, aussi fort fût-il, ne pourrait rien changer à la situation. S'adressant à l'armée, il proclama, au nom du gouvernement central, que la famille Démitrie était accusée d'attaques injustifiées sur les terres voisines et suspectée de fomentation de rébellion. Il ordonna alors son arrestation immédiate. Mais soudain, une éclaboussure rouge jaillit. Du sang coula sur le visage de Bénédicte. Roman venait d'abattre l'un des soldats aristocratiques. Le vieil homme hurla que ce geste équivalait à un acte de rébellion. Aussitôt, les troupes encerclant l'armée de Roman se mirent en formation. Le jeune homme leva la tête, son regard brûlant de colère. Il déclara que ce n'était pas une désobéissance envers sa majesté, mais envers Bénédicte lui-même. Puis il ajouta que, de l'un ou de l'autre, c'était probablement le vieil homme qui préparait une véritable trahison. Bénédicte, hors de lui, cria que le garçon était fou. Le gouvernement central représentait la volonté du roi. Le sang dégoulinait sur les pavés, et il lui lança que, par cette folie, Roman condamnait sa propre famille à la destruction. Roman fronça les sourcils et répondit froidement que le roi déciderait lui-même de qui avait raison. Chris et Kevin, ses fidèles compagnons, s'élancèrent aussitôt pour lui ouvrir la voie. Chris tailla les soldats avec un torrent de lumière bleue, tandis que Kevin les fauchait dans une aura écarlate. Bénédicte hurla, furieux, les traitant de scélérats. Mais il était déjà trop tard. Sous les yeux terrifiés de la foule, le massacre venait de commencer, en plein cœur de la place royale. Roman marcha dans une mare de sang encore tiède. Sans hésiter, il leva son épée et trancha un soldat d'un geste sec. Autour de lui, les cris, les chocs d'acier et l'odeur du fer emplissaient l'air. Bénédicte, livide, ordonna aussitôt à ses hommes de se battre à fond. Tandis que l'armée s'affrontait dans la rue principale, il hurla à ses officiers d'appeler toutes les forces disponibles à l'assaut, promettant une récompense royale à quiconque ramènerait la tête de Roman Démitrie. Un soldat, écumant de rage, cria au jeune homme d'arrêter, jurant qu'en osant se rebeller ainsi au cœur même de Caïro, il signerait sa perte. Roman, impassible, le décapita d'un revers. « Faites ce que vous devez faire, lança-t-il d'une voix calme, et moi, je ferai ce que je dois. » Ce jour-là, l'heure des représailles avait sonné. Au palais royal, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Un garde s'agenouilla devant le trône, haletant, et rapporta qu'une bataille faisait rage au centre même de la capitale, et que Roman Démitrie exterminait, seul, la faction aristocratique. Le roi Daniel se prit la tête entre les mains, incapable de comprendre comment un tel massacre avait pu éclater au cœur du royaume. Était-ce une rébellion? Le vice-capitaine des chevaliers royaux, Simon, ordonna aussitôt qu'on mobilise tous les chevaliers et la garde du palais. Les rebelles pourraient envahir le palais à tout instant. Le devoir suprême est de protéger sa majesté. Cria-t-il. Daniel, les doigts crispés sur l'accoudoir de son trône, sentit la fatalité s'abattre sur lui. Tout ce qu'il avait voulu éviter depuis des années s'était accompli. Puis, à la stupeur générale, un messager annonça que Roman Démitrie demandait une audience immédiate. Le jeune homme entra dans la salle du trône, s'agenouilla et posa une main sur sa poitrine. Le roi, méfiant, l'observa longuement avant de lui ordonner d'écarter les formalités. Il voulait comprendre ses intentions. Roman raconta alors, d'une voix posée, qu'à la fin du tournoi des rankères, Bénédicte l'avait approché, escorté d'une centaine de soldats. Il lui avait exigé de rejoindre la faction aristocratique. Mais Roman avait refusé.
Il obéissait à Sa Majesté le roi, et non à Bénédicte. Le roi demeura silencieux. Alors Roman releva la tête et déclara qu'il n'était venu qu'avec une seule demande. Si le roi lui accordait sa parole, la famille Démitrie détruirait la faction aristocratique jusqu'à la racine et deviendrait l'épée de Caïro. Daniel resta figé. Était-ce une offre ou un chantage? Le jeune guerrier l'assurait que son seul objectif était la stabilité du royaume. Roman rappela ensuite qu'il se trouvait sur la frontière sud lorsque le royaume d'Hector avait tenté de franchir la ligne de défense. Il évoqua les murailles effondrées, les cris dans la nuit, et comment Caïro avait repoussé l'assaut de justesse. Daniel, songeur, comprit que la véritable faiblesse du royaume ne résidait pas dans ses ennemis, mais dans la division des 4 grandes factions. S'il parvenait à rétablir un pouvoir unifié, la frontière sud ne tomberait plus jamais. Roman, baissant légèrement la tête, demanda alors « Votre Majesté estime-t-elle que Caïro a changé depuis un an ?» Le roi s'avança sur son trône, intrigué. Roman parla d'une voix ferme. La situation sur le continent devenait chaque jour plus instable, et il demanda combien de temps encore le roi comptait fermer les yeux sur cette décadence. Il affirma que le centre de l'unification du royaume ne pouvait pas être Bénédicte, qui s'était approprié le pouvoir du gouvernement central, mais Daniel lui-même, le roi légitime. Ces mots plongèrent la salle dans le silence. Simon pâlit, craignant qu'il ne s'agisse d'une manipulation ou d'un acte de rébellion. Roman posa une main sur sa poitrine. La famille Démitrie, dit-il, a mis sa vie en jeu pour offrir à Sa Majesté cette chance unique. Êtes-vous prêt à la saisir? Le roi demeura pensif, puis demanda, la voix mesurée. Et quelle serait la contrepartie de cette offre? Roman déclara vouloir l'indépendance complète de la région du Nord-Est, incluant les terres de Démitrie et la cité de Lan. Si le roi proclamait également le Nord-Ouest comme indépendant et en tant que duché, Roman promit que ces 2 régions ne rompraient jamais leur lien avec Caïro et resteraient prêtes à lui venir en aide. Daniel écarquilla les yeux, stupéfait par l'audace d'une telle demande. Roman posa de nouveau la main sur sa poitrine. Lorsque l'on ne peut obtenir tout ce que nous désirons, dit-il, alors faisons ce qui est le mieux pour Caïro. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu et laissez votre impression en commentaire.